Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le 6e webinaire de la communauté de pratique santé mentale et travail, communauté francophone et internationale. Et notre thématique du jour portera sur le retour au travail après un arrêt maladie ou une absence de travail. Alors, pour éclairer cet enjeu, on a aujourd'hui 3 experts que je remercie d'avoir accepté de participer à cette rencontre. Vous allez voir, ils interviennent depuis Sherbrooke, depuis la tempête de neige à Sherbrooke, depuis le froid à Montréal et puis depuis Lyon pour nous parler de ce sujet. Et ils ont des regards à la fois complémentaires et harmonisé, j'ai envie de dire, en tant que chercheur, praticien et sachant d'expérience. Et j'ai hâte que vous puissiez les écouter sur ce sujet-là. Alors, pour rappel, ce webinaire, il va durer 1 heure. Puis, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez poser des questions à nos intervenants et on prendra le temps d'y répondre. Donc, je vous invite pour ça, tout au long du webinaire, à poser vos questions dans le chat et éventuellement à dire à qui s'adresse votre question. Et on prendra une demi-heure supplémentaire après le webinaire, après les interventions de nos invités pour répondre à ces questions-là. Et pour cela, on a la chance d'avoir 2 intervenants complémentaires que sont Marc Corbière, qui est le président de la communauté de pratique santé mentale et travail et directeur de la chaire santé mentale et travail de l'Université du Québec à Montréal, et Jean-Philippe Cavrois, qui est le délégué général de la Fédération Santé Mentale France. Merci également à eux pour leur présence et le partage lors de ces échanges avec les participants. Vous êtes plus de 200. On vous remercie sincèrement pour votre présence et votre fidélité. Alors, comme vous le savez, la communauté de pratique est représentée dans 5 pays francophones que sont le Luxembourg, la Suisse, la Belgique, la France et le Canada. Cette communauté, elle rassemble toutes les parties prenantes autour du thème de la santé mentale au travail. Donc, toutes les parties prenantes, c'est qui? C'est d'abord les personnes concernées et leurs proches. C'est tous les professionnels du soin et de l'accompagnement qui participent à rendre le travail possible et à soutenir ce chemin professionnel. C'est tous les chercheurs qui essayent d'apporter de la connaissance, du savoir et à comprendre les enjeux autour du travail. Et c'est bien évidemment tous les acteurs du monde économique, tous les employeurs qui sont finalement des acteurs de premier plan pour rendre le travail possible et durable. Notre objectif dans cette communauté, c'est de partager les connaissances sur le sujet, c'est de fabriquer la compréhension et des outils pour faciliter l'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi durablement. Et c'est aussi de mobiliser le plus largement possible, d'où l'organisation de ces webinaires gratuits et ouverts à tous. Dans le cadre de notre communauté, on a démarré un programme de recherche ambitieux depuis un peu plus d'1 an pour identifier le rôle de chacun et les moments clés dans la gestion des arrêts et des absences maladie et identifier ainsi les leviers en faveur du retour au travail suite à des absences. Cette recherche, elle s'appuie sur un questionnaire qui est adressé à toutes les parties prenantes de la santé mentale au travail, donc toutes les personnes que je viens d'évoquer précédemment. Et on a commencé à diffuser ce questionnaire. Aujourd'hui, on aimerait vous solliciter en tant que participants intéressés par les questions de santé mentale au travail à remplir le plus nombreux possible ce questionnaire et pourquoi pas le diffuser autour de vous, que vous soyez vous-même concerné par un trouble psychique ou pas, que vous ayez fait l'expérience d'un arrêt maladie ou pas. L'idée, c'est d'essayer d'avoir un regard le plus multicentrique possible, d'avoir un maximum de répondants pour avoir des échantillons qui vont nous permettre d'avoir des résultats de qualité et avec une
vraie signification scientifique. Donc, on a besoin de votre aide. C'est un appel aux participants, à la fois pour relayer et remplir ce questionnaire. Ça dure 20 à 30 minutes. Il y a un QR code que vous pouvez directement flasher ou un lien que vous pouvez télécharger dans le chat. N'hésitez pas à prendre le temps, peut-être à la fin du webinaire, parce que vous avez vu, en plus, il y a un prix à gagner. Donc, si ça peut aussi aider à soutenir la recherche, à soutenir notre communauté, c'est une façon aussi voilà, d'être dans une forme de réciprocité. Et sachez qu'on publiera les résultats de cette recherche lors du grand colloque organisé par la communauté de pratique qui aura lieu à l'automne à Montréal en 2024. Donc, merci par avance pour cette aide à faire avancer la recherche sur le sujet. Voilà, après ce mot d'introduction, on peut rentrer dans le cœur de notre thématique du jour, à savoir la question du retour au travail, la reprise du travail après un arrêt maladie ou un éloignement finalement du quotidien professionnel. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les problèmes de santé mentale sont la première cause des arrêts maladie de longue durée. Et ça fait plusieurs années que ça se vérifie, et ça se vérifie notamment dans tous les pays de notre communauté de pratique. La deuxième chose que l'on sait, c'est que plus le temps passé en arrêt de travail est long, plus les chances de retour au travail s'amenuisent. La difficulté augmente avec le temps long et éloigné de l'emploi. Troisième chose, lorsqu'on écoute les récits et expériences de vie, on voit à quel point la perspective du retravail est facteur d'anxiété, d'inquiétude, de questionnement qui parfois décourage avant même avoir essayé de reprendre. Les questions qu'on souhaite faire avancer aujourd'hui avec nos intervenants sont les suivantes. Comment accompagner ce moment particulier de la reprise, ce temps de l'arrêt maladie, pour qu'ils soutiennent les personnes dans leur chemin professionnel? Comment faire pour augmenter les chances de retour au travail? Sur quoi faut-il agir? Quelles sont les stratégies gagnantes? Mais aussi comment éviter l'isolement pardon, et permettre le dialogue entre l'employeur et les salariés durant ces périodes. Je prie de m'excuser. Nos trois invités ont accepté de parler de leurs pratiques, de leurs expériences et de leurs recherches. Et maintenant, je vais vous les présenter. Régis Badel, vous êtes médecin du travail et médecin coordinateur du pôle appui en maintien en emploi de l'AST Grand Lyon. C'est un service de santé au travail. Vous allez nous en parler parce que c'est spécifique à la France. Et peut-être en partie du fait de votre expérience de médecin généraliste, vous êtes particulièrement mobilisé. Ça me fait pleurer, non pas que je sois émue par votre parcours, docteur Badel. C'est mon petit chat dans la gorge. Vous êtes mobilisé dans une approche holistique d'accompagnement des salariés et des employeurs face à des problématiques de santé mentale au travail. Et c'est de ça dont vous allez nous parler. Finalement, comment on peut faire pour accompagner ce moment-là et finalement accompagner tout le monde pendant cette période d'éloignement. Jocelyne King et Nadine Larivière, avec un accent, vous allez intervenir à deux voix. Jocelyne King, vous êtes patiente partenaire pour l'Université de Montréal et l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et père aidante professionnelle dans deux associations. Nadine Larivière, vous êtes ergothérapeute, professeure à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke et au centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Aujourd'hui, vous souhaitez nous parler de la manière dont on peut préparer la reprise du travail en identifiant les besoins spécifiques des personnes concernées par des troubles psychiques et pour voir comment mettre en place des actions efficaces et les conditions favorables au retour à un travail dans la durée. Pour cela, vous allez vous appuyer sur votre expérience et vos travaux de recherche autour d'un programme d'accompagnement appelé BeWe, qui a été pensé plus particulièrement pour des personnes qui vivent avec des troubles de la personnalité limite. On est très intéressé de vous écouter et de voir comment s'inspirer de cette approche
pour déployer des stratégies efficientes d'accompagnement pour toutes les personnes qui vivent avec des troubles psychiques, et ce, quelle que soit la nature de ces troubles. Alors, je vous laisse tout de suite la parole pour nous parler de tout ça. OK. Donc, mon micro est-il ouvert? Juste me faire signe. Parce que moi, je ne vois que mes diapos. Attendez un petit peu, je vais regarder. Tout à fait, Nadine. Ouvert, hein? On t'entend très bien. Très bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Claire, pour cette introduction qui met vraiment bien la table sur les éléments sur lesquels on veut revenir aujourd'hui dans ce webinaire. Pour ma part, je remercie la communauté de pratique de pouvoir contribuer au webinaire, une très, très belle formule appréciée de tous et de toutes. Donc, moi-même et Jocelyne sommes très heureuses aujourd'hui de vous parler du vécu des personnes avec un trouble de personnalité limite. Pour ma part, je vais aborder le tout par des écrits scientifiques clés et le programme BWI également, comme tu le mentionnais, Claire. Et Jocelyne va illustrer son parcours de vie par son histoire professionnelle et son histoire personnelle. Alors, pour commencer, puisque le trouble de personnalité limite ou borderline suscite différentes représentations, j'aimerais qu'on commence par se donner tous les mêmes repères. Et donc, je vais dire quelques mots sur le trouble de personnalité limite. Ce sont des personnes qui, par la nature de leur trouble, c'est un trouble relationnel, ce sont des personnes qui composent au quotidien avec de l'hypersensibilité dans leurs relations interpersonnelles et de la dysrégulation émotionnelle. Donc, souvent, pour composer avec ces émotions fluctuantes, ces émotions intenses et la détresse vécue, les personnes avec un TPL vont utiliser des comportements impulsivement pour gérer ceci. On pense par exemple à de la conduite automobile dangereuse ou des dépenses excessives, par exemple. Les personnes avec un TPL vont aussi avoir une fragilité et une fluctuation dans leur estime de soi et dans leur identité. Ce sont des personnes qui vont être appelées à avoir des difficultés à interpréter les situations et les événements. Donc, tout cela fait que dans la vie quotidienne, les personnes rencontrent des défis d'actualiser des activités signifiantes, d'avoir des modes de fonctionnement qui vont soutenir la santé et le bien-être dans les différentes sphères de la vie. On voit souvent chez les gens avec un TPL d'autres troubles psychiques, par exemple des troubles anxieux ou des problèmes de santé physique, comme par exemple des douleurs chroniques. Et enfin, récemment, une étude épidémiologique menée au Québec a montré même qu'il y a de la réduction possible dans l'espérance de vie. Alors, qu'en est-il par rapport au travail? Tout d'abord, c'est une sphère de la vie qui revient comme une cible importante qui soutient le rétablissement des personnes avec un trouble de personnalité limite. Donc, c'est une sphère qui va être valorisée, qui va être investie affectivement au niveau de l'énergie et du temps chez les personnes avec un TPL. Le mode de fonctionnement que je vous présente ici est ce qui est rapporté dans les études, donc c'est un portrait type que l'on observe. Souvent, les personnes avec un TPL vont choisir impulsivement leur emploi pour des raisons externes. Par exemple, une opportunité proposée par une personne de l'entourage. Ce qui va amener la personne avec un TPL à se retrouver dans un emploi qui n'est pas nécessairement cohérent avec ses préférences et avec ses capacités. Ça va donc la mettre vulnérable à ce qu'il y ait une réactivation de ses symptômes et la façon de gérer le tout va souvent tourner autour du cercle suivant, c'est-à-dire quitter impulsivement son emploi et ensuite changer fréquemment d'orientation de carrière. Ce qui va s'installer au fil du temps, c'est une appréhension grandissante de se remobiliser pour un nouvel emploi et avoir un mode de fonctionnement qui est plus de l'ordre de l'évitement.
Ce qu'on observe dans les études longitudinales menées auprès de personnes avec un TPL, globalement, c'est que 40% vont recevoir des pensions d'invalidité. Par rapport aux interventions que l'on offre pour soutenir la réinsertion socio-professionnelle des personnes avec un TPL, vous voyez ici 4 enjeux principaux. Le premier est à l'effet qu'on observe qu'il y a vraiment une variabilité dans les services cliniques pour offrir des interventions spécifiques touchant le travail et même en faire une cible d'intervention. Donc, c'est vraiment variable de pas du tout à oui, dans certains services, ça va être abordé. Les personnes avec un TPL qui souhaitent être accompagnées vont aller vers des services, par exemple des services en employabilité. Quand c'est le cas, l'autre élément qu'on observe, c'est vraiment un travail en parallèle sur les symptômes et l'employabilité. Le troisième enjeu qui est relevé dans la littérature et qui touche les différents acteurs, ce sont les préjugés persistants concernant le TPL. Il y en a 2 principaux. Le premier est avec le portrait que je présentais, il peut y avoir cette généralisation de penser que les personnes avec un TPL vont être incapables de se maintenir en emploi en raison de leur instabilité. Le deuxième préjugé est différent, mais tout aussi présent, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui projettent souvent une image de dynamisme, et ils le sont aussi, là, qui vont également s'affirmer, s'exprimer facilement et donnent l'impression d'avoir une compétence qui est apparente, ce qui peut occulter leurs besoins spécifiques en accompagnement. Puis le dernier élément touche directement les interventions actuellement publiées. Et dans notre recension que nous avons effectuée, bien, on a observé qu'elle adresse partiellement la participation au travail, souvent avec une emphase sur la gestion des symptômes seulement. Donc, pour tous ces éléments que je viens de mentionner, c'était vraiment notre motivation à moi-même, à Cathy Dalle et Marc Corbière, de développer une intervention qui aborderait les besoins spécifiques des personnes avec un TPL en processus de réinsertion en emploi, et c'est donc l'intervention BIWI. Ici, je vous partage 4 thèmes clés qui valideront ce que vous faites déjà en pratique ou qui vont vous inspirer d'autres idées. Alors, voici les 2 premiers éléments qui sont sur ma diapo, font référence à l'instabilité identitaire. Donc, pour aider les personnes avec un TPL à avoir une meilleure connaissance de soi, c'est vraiment important de donner un espace avec des moyens variés, expérientiels, de vraiment se questionner sur ce que représente le travail dans sa vie, quelles sont ses priorités à la personne actuellement, quel genre de travailleur ou travailleuse la personne est, etc. L'autre élément, qui est le numéro 3 sur la diapo, c'est d'aider les personnes à construire une boîte à outils avec un éventail de moyens de régulation. Régulation des émotions, régulation sensorielle, régulation de son énergie, pour que les personnes maintiennent une charge mentale de travail qui va être confortable. Ensuite, avec les personnes avec un TPL, et ça c'est le numéro 4, non seulement quand on accompagne la réinsertion en emploi, on parle du travail comme sphère de la vie, mais ce sont des personnes où on regarde également le reste du répertoire des activités dans la vie des personnes parce qu'on observe souvent du déséquilibre, peu d'activités à l'extérieur du travail, puis souvent un surinvestissement au travail ou dans une seule activité à l'extérieur du travail, ce qui fait que c'est plus difficile de bien fonctionner au long cours au travail. Et le fil conducteur, je reviens sur la notion d'expérientiel, de mettre les personnes avec un TPL en action, puis d'apprendre dans l'action pour contrer vraiment la grande force là, puissante que peut avoir l'évitement. Alors ça, c'est pour nous dans BIWI, on met donc des conditions en amont chez les personnes en processus de réinsertion en emploi, puis on espère qu'on met des conditions qui vont amener un retour plus pérenne. Ici, c'est un projet sur lequel on travaille actuellement
où on interroge des personnes avec un TPL en emploi pour qu'elles nous partagent leur stratégie gagnante de maintien en emploi. Alors, on espère aussi que ça va permettre de démystifier là, que les personnes avec un TPL sont incapables de se maintenir en emploi parce qu'ici, on a vraiment des beaux témoignages. Le premier thème, bien, il fait écho à ce que je disais précédemment par rapport à l'équilibre de vie. Donc, les personnes nous mentionnent pour se maintenir en emploi qu'elles prennent soin de leurs habitudes de vie et de leur routine. Donc, elles essaient de se mettre de la stabilité dans leur vie personnelle, puis elles s'assurent d'avoir des activités de loisirs variées. Ensuite, au travail, elles vont appliquer des stratégies orientées vers les tâches. Donc, ici, c'est ce qui revient le plus fréquemment, c'est s'aménager un environnement physique qui va garder la personne disponible à réaliser ses tâches. Donc, elle va s'assurer d'éliminer ou de réduire les distracteurs. Puis, ils vont vraiment faire un travail de priorisation de leurs tâches en fonction de leur niveau d'énergie, en fonction du degré de difficulté de la tâche, puis de l'urgence de répondre à la demande. Ils vont aussi penser aux stratégies apprises dans les thérapies sur la régulation émotionnelle en particulier. Puis ici, l'exemple est intéressant parce que, dans le fond, les personnes, quand ils vont vivre des moments plus challengeants, des situations dérangeantes, au lieu de quitter abruptement son emploi, puis prendre des congés d'absence, ils vont plutôt se retirer temporairement, revisiter la situation, puis se parler avec bienveillance pour reprendre ensuite le boulot. Et également, un autre défi touche souvent le respect du cadre et des règles, mais pour eux, c'est important pour se maintenir en emploi de suivre les règles du milieu de travail. Dernier élément, ce sont les stratégies relationnelles. Donc, pour se maintenir en emploi, elle nous mentionne vraiment oser aller chercher du soutien et de l'aide lors de la réalisation des tâches auprès des collègues et du supérieur immédiat. Puis, ils font aussi attention, ils ont un souci à communiquer de manière constructive. Donc, pour ma part, c'était mon tour d'horizon à partir de nos études et des écrits scientifiques clés. Puis maintenant, Jocelyne va poursuivre avec son histoire personnelle et professionnelle. Merci Nadine. Donc, je vais juste cliquer sur ma diapositive. Donc, bonjour. Donc, je remercie Nadine et Dr Corbière de m'avoir invitée pour mon premier webinaire. C'est ma 6e version. J'ai beaucoup travaillé pour essayer de rentrer dans les 12 minutes. 50 ans de vie en 12 minutes, c'est un exploit. Donc voilà. Avant de tomber en arrêt maladie en 2019 et de tenter un retour progressif qui s'est mal passé en 2021, moi, j'avais travaillé 37 ans. Incluant une dizaine d'années de bénévolat où j'étais maman à temps plein. Donc, je faisais beaucoup de bénévolat pendant cette période. Et en fait, j'ai occupé divers emplois à temps partiel pendant toute ma scolarité, à partir de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. Moi, c'est là où je mettais mon intensité, c'est dans le travail et les études combinées. Donc, des semaines de 60-75 heures à travailler, pour moi, c'était normal. Et de passer des nuits blanches, c'était aussi normal. Et ensuite, donc, j'ai effectué, après avoir été maman à temps plein, j'ai effectué des études en secrétariat. Et donc, en 2016, donc je vous parlerai de 2016 tantôt. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2016 jusqu'en 2019. Donc, à l'automne 2021, donc 4 mois après ma tentative de suicide, donc on m'offre de participer aux ateliers de réinsertion à l'emploi pour les borderline. Et donc, j'accepte. Et un an plus tard, bien, je suis de retour à l'emploi, mais j'ai changé de carrière. Et ce retour à l'emploi, pour moi, je l'appelle plutôt mon retour aux sources. C'est-à-dire qu'à 18 ans, j'étais inscrite en technique d'intervention en délinquance. Mais je vais quitter l'école et finalement, je vais retourner en littérature et en pédagogie. Donc, je vais faire un stage en enseignement et lors de ma dernière journée de mon stage, je reçois en même temps une bouffée de bonheur, mais une bouffée d'anxiété simultanément. Et là, j'ai l'impression que je suis incompétente et que je ne réussirai jamais, donc j'abandonne l'école. J'avais commencé une maîtrise que j'abandonne. Et ma vie a été marquée par plusieurs deuils et des symptômes, donc de 3 maladies qu'on va me diagnostiquer à partir de 2017.
donc troubles anxieux élevés, troubles de stress post-traumatique chronique et complexe, parce que j'ai vécu plusieurs traumatismes dans ma vie, et troubles de personnalité limite en 2021. Donc, moi, pendant toutes ces années-là, je ne savais pas que c'était relié à des maladies. Pour moi, c'était des épreuves à surmonter à chaque fois et je me suis débrouillée pour gérer à chaque fois qu'il arrivait un problème. Je le gérais par moi-même ou j'allais chercher de l'aide que je ne recevais pas toujours, mais je me gérais le mieux que je pouvais. Donc, en 2021, j'arrive à Biwi. La première journée, on nous demande de réaliser donc un collage qui peut paraître enfantin ou anodin. Mais moi, pendant que je collais les images à l'intérieur, j'étais en détresse. Hein, je pleurais. Je me retenais de pleurer. En fait, tout se passait à l'intérieur de moi parce que j'ai souvent tout gardé à l'intérieur. Personne ne savait que j'allais pas bien. Donc, pendant toutes les semaines de Biwi, j'ai été accompagnée par les intervenantes dans un espace donc sécuritaire et bienveillant pour m'aider à recommencer à rêver et à croire en l'avenir. Hein, parce que si vous vous souvenez, moi, c'est environ 6 mois plus tôt, j'avais perdu espoir, là, même dans le système de santé, perdu espoir en l'avenir, en mon potentiel. J'étais totalement détruite. Donc, moi, j'arrive à Biwi avec encouragée et motivée d'une certaine façon, parce que je suis une bonne élève aussi, je suis une personne proactive. Mais en même temps, je combattais cette détresse-là et ce scepticisme-là de me dire, ben ça fonctionnera pas. Oui, je vais faire les exercices, mais je le sais que ça marchera pas. Donc, je participe, je suis assidue et j'en viens à dresser le bilan de mon passé professionnel. Il y a un constat qui vient, mais le constat, j'ose pas le nommer. Hein. Finalement, je le fais quand on me demande de nommer le travail dans lequel j'aimerais faire. Et c'est la relation d'aide. Mais je le fais sur le bout des lèvres parce que je me dis, aussitôt que je vais le nommer, c'est sûr que ça va être un échec. Donc, j'ose le nommer et j'ai été accompagnée donc dans mes démarches pour finalement donc passer de secrétaire à part aidante. Et ça, c'est en 2022. Donc, ça fait 1 an que je travaille en part aidance. Qu'est-ce qui me permet donc de me maintenir en emploi aujourd'hui? Bien, c'est un emploi qui fait du sens, hein, parce que c'est en relation d'aide et parallèlement aussi, donc je co-anime et j'anime des ateliers auprès d'étudiants à l'Université de Montréal, donc en médecine et en sciences de la santé. Donc pour moi, c'est comme de redonner au suivant, qui est très important. Donc le fait d'être bien dans mon travail et qu'enfin dans ma vie j'ai trouvé un sens. Parce que je partage aussi mon savoir expérientiel, là, ça me permet de cumuler des expériences positives et de prendre du recul quand je suis face à un doute, hein, qu'on peut tous se ressentir quand on commence un nouvel emploi et qu'on change de carrière, donc le doute dans mes capacités, en mes compétences, mais maintenant, plus je vis des expériences positives, plus je prends confiance en moi. Donc, et j'ai un réseau de soutien au niveau des parents aidants, on a une belle communauté de parents aidants. Et nous sommes toutes et tous un modèle de rétablissement les uns pour les autres. Et au niveau des rôles, ben oui, avant, j'étais toujours j'étais la collègue, l'amie, la mère, la sœur. Tu sais, j'avais tous ces rôles-là en même temps. Maintenant, j'ai appris à m'accepter comme j'étais et à être juste moi, hein, qui n'est pas facile parce que ce que j'ai oublié de dire tantôt, c'est que quand j'étais justement dans le projet Biwi, c'était la première fois de ma vie qu'on m'accueillait telle que j'étais. Hein. Avec toutes mes émotions, avec peut-être mes contradictions, mais j'étais pas trop. Hein, toute ma vie, on m'a dit que j'étais trop sensible, trop émotive, je posais trop de questions, j'étais même trop positive des fois, tellement, ou j'en faisais toujours trop. Hein, même pendant mon arrêt maladie, j'en faisais trop. Bon. Donc là, au moins, on m'accueillait vraiment dans ma globalité. Et oui, je trouve un équilibre dans mes sphères de vie. Par exemple, pendant justement la préparation de cette présentation, ben, dans une journée, quand je commençais à ruminer, ben là, je prenais une pause, j'allais prendre une marche, je pensais à d'autres choses et je revenais après continuer ma présentation. Ce que je faisais pas avant. Avant, je pouvais passer des heures et des heures, surtout en fin de session, là, en littérature, à rédiger puis à ruminer quand j'étais devant la page blanche. Hein. Je pensais même pas de sortir à ce moment-là ou de prendre une pause. Là. Et je m'accepte, donc acceptation bienveillante dans mes limites. Ça, c'est la stratégie la plus difficile. Apprendre à dire non, mais surtout sans culpabilité.
sans ressentir, avoir l'impression que je laisse tomber l'autre personne, hein, sans me sentir égoïste. Donc, mais je suis fière de dire que dans les 2 dernières années, j'ai dit non 5 fois. Mais je ne vous dirai pas dans quel état j'étais intérieurement, mais la culpabilité diminue à force de pratiquer, à dire non. Donc, j'en viens à vous parler, je vous ramène en 2016 pour vous parler de mon retour à ce travail donc de secrétaire. Juillet 2016, je me sépare après, moi j'étais 28 ans avec le père de mes enfants. Donc, je quitte la famille en juillet 2016 parce que je suis en train de mourir à l'intérieur. Je meurs à petit feu parce que je me suis effacée à travers les années. Je m'excuse pour l'émotion. Je me suis effacée. Hein, la Jocelyne n'existait plus. Elle était devenue la mère de et la femme de. Donc, pour sauver justement ma santé mentale, il a fallu que je quitte. J'étais en précarité financière. J'avais 2 emplois à temps partiel. Mes amis, heureusement, m'ont aidé financièrement et à me trouver un logement et à faire des dons parce que j'avais rien. Là, je suis partie avec rien. Et j'ai passé l'été à me trouver un emploi que j'ai trouvé à l'octobre 2016. J'étais âgée dans la fin quarantaine. Pour la première fois de ma vie, j'obtenais une sécurité d'emploi avec des avantages sociaux. J'avais une stabilité et moi, dans mon esprit, je restais là jusqu'à ma retraite. Et cet emploi représentait enfin une réussite, mais sociale, hein, parce que j'étais secrétaire. J'ai choisi d'aller en secrétariat pour un choix logique et de tête et non de cœur. Donc, parallèlement au fait que j'avais une réussite sociale, il y avait un vide intérieur qui grandissait en moi et un sentiment d'incompétence aussi qui prenait de plus en plus de place, même si mes gestionnaires étaient satisfaits de mon travail et que j'avais des bons rendements au travail. Donc, en mars 2019, un matin de mars, je me réveille. Peut-être que vous l'avez déjà ressenti vous aussi, que vous vous réveillez, vous avez l'impression que votre corps il s'enfonce dans votre matelas. Mais je me suis dit, il me reste 4 jours de maladie dans ma banque, je ne veux pas les gaspiller, donc je vais travailler. 30 minutes plus tard, je traversais la rue, je tombais comme une crêpe en plein milieu de la rue et je me cassais le bras. Donc, quelques mois plus tard, en juin, je retourne travailler. J'ai la douleur lancinante qui est là 24 heures sur 24, mais je travaille quand même. On me demande, je vis beaucoup de pression au travail de la part de mes gestionnaires et de la part de mes collègues, mais je suis incapable de dire non, incapable de suivre les recommandations de la physiothérapeute. Donc, je subis. Et comment je fais pour rester au travail? Je me gère, ou comme on dit par chez moi, je suis faite forte. Moi, je suis la personne, il n'y en a pas de problème. Même si ça ne va pas bien à l'intérieur, moi, je suis toujours de bonne humeur. Personne ne peut voir que je ne vais pas bien, mais à l'intérieur, mes ressources commençaient à diminuer de plus en plus. Jusqu'au jour où, un matin de juillet, les paroles et le regard d'une collègue de travail m'ont replongé 40 ans derrière dans un traumatisme d'enfance. Et là, des symptômes traumatiques sont apparus. Entre autres, des crises de panique, des tremblements, des crises de larmes, et j'en passe. Mais je suis restée travailler pendant 30 jours. Et là, vous allez me demander, mais pourquoi? Parce qu'il me manquait 30 jours pour obtenir ma permanence à cet endroit-là. Donc, je me suis maintenue au travail. Comment j'ai fait? Entre autres, j'ai commencé à fréquenter des groupes d'entraide. Je faisais du jogging plusieurs fois par semaine, même si j'avais arrêté de manger, parce que je n'avais plus d'appétit. Je ne dormais presque plus. J'allais voir des spectacles gratuits la fin de semaine, mais je pleurais en cachette. La méditation guidée dans le transport en commun pour m'éviter de pleurer. Et sur l'heure du lunch, je dessinais comme exutoire pour exprimer mes émotions. Comme un dessin que j'ai fait, j'étais sur un bateau, il y avait des requins autour de moi. C'est comme ça que je me sentais à ce moment-là. Jusqu'au jour où on m'a annoncé que j'avais atteint mes 30 jours de permanence. Donc, dès le lendemain, je suis partie voir mon médecin à l'urgence pour demander un arrêt maladie. Donc, je prends juste une petite pause dans mes notes. Donc, oui, il était temps à ce moment-là donc que je quitte parce que j'avais commencé à développer des pensées paranoïdes et à décrocher de la réalité. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti, mais cette sensation épouvantable que vous êtes en train de perdre vos moyens. Vous vous voyez en train de perdre le contrôle. C'est horrifiant et ça fait très peur. Donc, je suis partie, je me suis réfugiée chez ma mère pendant 1 mois parce que j'étais incapable de vivre toute seule tellement j'avais peur. Donc, je suis tombée en arrêt maladie pendant 2 ans. Et au retour, donc en mars 2021, retour très lent, progressif. On a commencé par des demi-journées. J'ai fait des demandes d'accommodement avant de commencer. Elles m'ont toutes été refusées.
L'une d'entre elles était de ne pas être formée par la personne qui avait réactivé mon trauma. Ça a été refusé. Donc, dès la première journée, les symptômes sont revenus, les cauchemars, les crises de panique, les crises de larmes. J'étais incapable de faire de travailler, mais j'essayais quand même, je faisais comme avant. Je faisais ce que je pouvais. Le thérapeute de l'époque refusait de me mettre en arrêt de travail. Lui, il voyait ça comme de l'évitement. Donc, il fallait que je persiste. Donc, je me suis sentie invalidée dans mon ressenti parce que moi, je me voyais tomber dans la détresse émotionnelle de jour en jour. Et mon maintien à l'emploi s'était rendu à ce moment-là, j'en étais rendue à me frapper avant d'aller travailler pour arrêter mes crises de larmes. J'étais rendue à ce stade-là de ma vie. Jusqu'au jour où j'en pouvais plus. Hein. J'ai plus une once d'énergie pour me battre, juste pour que les gens me croient quand je leur dis que je vais pas bien. Donc, j'ai décidé que je passais à l'acte cette journée-là avec soulagement. Donc, le lendemain, ce sont mes voisines qui ont appelé l'ambulance. J'ai été hospitalisée 24 heures. À l'hôpital, j'ai appelé mon employeur pour lui dire que je ne rentrerais pas le lendemain, sans lui mentionner ce que j'avais fait. Et c'est l'employeur qui m'a mis en arrêt de travail. Mais il y a un dénouement positif de cette expérience. L'expérience difficile, oui. C'est qu'à travers mes rôles de père aidante aujourd'hui et de formatrice, donc auprès des futurs professionnels de la santé, j'insuffle l'espoir qu'il est possible de se rétablir et de reprendre le pouvoir sur sa vie. Et je suis restée la même personne qu'avant. Hein, j'étais encore polyvalente, Madame Projet. C'est comme là, je travaille, mais j'ai aussi des petits projets en amont. Ça peut m'arriver encore de me sentir dépassée. Mais aujourd'hui, à partir du moment où je vois que je suis en train, là, je me vois faire. Hein, avant, je ne me voyais pas, je n'écoutais pas mes signaux. Maintenant, quand je vois que je suis en train de me négliger au niveau de l'hygiène de vie ou d'autres sphères de ma vie, avant de sombrer, comme je faisais avant, ben là, je fais stop et je fais comme je m'ancre dans le moment présent, je me connecte sur mes émotions et mes besoins et j'évalue mes capacités. Donc, voilà en gros mes stratégies et mon expérience de retour au travail. Merci beaucoup. Merci infiniment, Jocelyne. Merci infiniment, Jocelyne, d'avoir partagé cette expérience et ce parcours. Bravo pour l'exploit réussi, d'avoir partagé autant de choses de votre vie en si peu de temps. Et je m'excuse effectivement de vous demander de faire cet exercice-là qui est pas tellement à la mesure et à la hauteur de l'intensité de ces parcours-là. Et en même temps, j'ai la conviction que ça a une grande valeur, même en 12 minutes, de pouvoir vous entendre avec autant de sincérité. On peut, nous, toucher du doigt, bien évidemment pas complètement se rendre compte de ce que vous avez vécu complètement, mais grâce à vos mots, grâce à la précision avec laquelle vous partagez ça, déjà, ça nous déconstruit des espèces de stéréotypes, préjugés, ça nous rend moins ignorants. Et ça nous permet d'approcher un peu dans toute la subjectivité de ces expériences. Et c'est grâce à ça que petit à petit, en tant que professionnel, en tant que proche, en tant que collègue ou gestionnaire employeur, on peut aussi adopter des postures à la fois plus empathiques et plus adaptées justement dans la vie quotidienne au travail. Donc, merci beaucoup d'avoir fait cet exercice, Jocelyne, pour nous. On sait l'apprécier. On a plein de questions à vous poser. On a envie absolument tout de suite de pouvoir rebondir sur tout ce que vous venez de nous partager. Je pense que c'est la même chose pour les participants qui sont de plus en plus nombreux depuis qu'on s'est connecté tout à l'heure. Mais gardez vos questions, on va prendre le temps d'y répondre parce qu'il y a le docteur Badel qui a un regard très complémentaire et très intéressant à partager justement de savoir comment déjà le rôle des médecins généralistes ou des médecins du travail peut être central dans ce processus que vous avez décrit, hein, Jocelyne, d'aller à la
rencontre de soi, de connaissance, d'apprendre à identifier ses signaux, apprendre à être fier de dire non. On voit bien que tout ça, c'est un processus qui participe au rétablissement. Et c'est très intéressant d'écouter le docteur Badel nous dire comment, depuis la place de la médecine du travail et en tant que médecin du travail, on peut participer à cela auprès des personnes et des employeurs. On vous laisse la parole, docteur Badel. Oui, bonjour à tous. Merci Claire et la communauté de m'avoir convié à ce webinaire. J'étais très intéressé par les deux interventions précédentes. Bravo Jocelyne pour ce beau témoignage. Je rejoins complètement les propos de Claire sur ce qu'il peut apporter. Et puis j'ai également été intéressé par les propos de Nadine sur les leviers qui peuvent être utilisés au moment du retour à l'emploi et qui font écho aux prises en charge qu'on a régulièrement en France, en tout cas, dans notre service. Donc, vous l'avez dit, je suis médecin du travail, mais j'ai eu aussi un passé de médecin généraliste, puisque j'ai été médecin généraliste en libéral dans un cabinet pendant une vingtaine d'années, avant de faire une reconversion il y a une dizaine d'années vers la santé au travail. Et j'exerce aujourd'hui dans un service de prévention et de santé au travail interentreprise. On en parlera un petit peu plus loin. Et je coordonne une cellule, un pôle d'appui au maintien en emploi. C'est une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. Ce sont des cellules qui ont été mises en place depuis une loi d'août 2021, dont on reparlera aussi un peu plus tard. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter brièvement l'organisation et le fonctionnement d'un service de prévention et de santé au travail interentreprise, et puis de prendre peut-être un ou deux exemples d'accompagnement de salariés dans leur retour au travail après un arrêt maladie de longue durée, puisque c'était le thème d'aujourd'hui. En France, la médecine du travail est obligatoire depuis 1946. C'est finalement un droit des salariés qui est lié à leur contrat de travail. Le service dans lequel j'exerce est un des deux gros services de la métropole lyonnaise. Donc la métropole lyonnaise couvre un territoire assez important, et ça représente à peu près 1 million de personnes et environ 500 000 travailleurs, salariés, actifs. Et l'AST Grand Lyon gère 260 000 salariés sur cette métropole, et salariés qui sont issus de 20 000 entreprises adhérentes. L'AST Grand Lyon, c'est une association d'employeurs qui mutualise des moyens pour préserver la santé de leurs salariés. Le tout dans le cadre d'une réglementation en vigueur. C'est très encadré par le Code du travail. Ces services de prévention et de santé au travail interentreprise sont des associations loi 1901 et sont des associations à but non lucratif. Des associations dont la gouvernance est paritaire, c'est-à-dire qu'elle est assurée par un conseil d'administration et une commission de contrôle où siègent à la fois des employeurs et des salariés du territoire de compétences concerné. Donc, je vous l'ai dit, notre service assure le suivi de 260 000 salariés. Ce sont environ 20 000 entreprises adhérentes, et chaque entreprise adhère à cette association en payant une cotisation annuelle pour l'ensemble de ses salariés. Et les services de santé au travail, on intervient à la fois sur le plan individuel, en ce qui concerne le suivi de l'état de santé des salariés, et sur le plan collectif, au niveau de la prévention des risques professionnels dans les entreprises. Ça peut aller de simples conseils en prévention à l'accompagnement, à la rédaction du DUERP, le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est obligatoire en France depuis 2001, et puis au plan d'action aussi qui découle de ce document unique d'évaluation des risques et qui est destiné, lui, à diminuer ou à supprimer certains risques professionnels identifiés. À l'AST Grand Lyon, on a 22 centres médicaux qui sont répartis sur la métropole. Chaque centre médical comporte à peu près de 2 à 6 équipes santé-travail, et chaque médecin du travail anime et coordonne, puisque c'est le terme qui est consacré par l'usage, une équipe santé-travail. Cette équipe santé-travail, elle est composée d'une secrétaire médicale, d'un ou plusieurs infirmiers en santé au travail, d'assistants et de conseillers en prévention santé-travail qui aident le médecin du travail à assurer l'ensemble de ses missions. Parallèlement, le médecin du travail peut avoir recours à des experts en risques chimiques, en risques biologiques, en risques psychosociaux ou en troubles musculo-squelettiques. Et dans le service, on a une soixantaine de médecins du travail
qui peuvent adresser les salariés pour lesquels ils ont des difficultés de maintien en emploi auprès de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. Il y a une loi très importante en France qui a été publiée au journal officiel le 2 août 2021. C'est une loi pour renforcer la prévention en santé au travail. Et cette loi a fait de la prévention et de la désinsertion professionnelle un axe prioritaire. Et aujourd'hui, tous les services de prévention et de santé au travail doivent compter en leur sein une cellule dédiée au maintien en emploi. On a la chance à l'AST Grand Lyon d'avoir une cellule qui existe déjà depuis 2015, mais en tout cas, la loi de 2021 renforce la prévention en mettant en place ces cellules dans l'ensemble des services de prévention et de santé au travail. La cellule de maintien en emploi que je coordonne est composée d'une assistante administrative, de 2 assistantes sociales, une conseillère du travail, 3 psychologues du travail et 2 ergonomes. Nous accompagnons au sein de la cellule tous les salariés qui sont à risque de désinsertion professionnelle, soit du fait d'une usure professionnelle, soit du fait de handicap, d'une maladie chronique, d'un cancer, d'un épuisement professionnel ou de séquelles d'accidents. Les situations sont très très variées. Nous travaillons avec divers partenaires du maintien en emploi ainsi qu'avec des associations de patients de façon assez régulière. Comme nous évoquons plutôt ici la santé mentale, nous participons par exemple aussi actuellement à une expérimentation d'accompagnement d'entreprises et de collectifs de travail pour le maintien en emploi, mais aussi pour l'insertion de salariés qui sont en situation de handicap psychique. C'est une expérimentation qui vient de bénéficier de l'octroi de fonds publics pour essayer de la pérenniser, puisque les enjeux sont importants et que les résultats sont prometteurs. Les psychologues du travail qui exercent au sein de ma cellule accompagnent de nombreuses situations de burn-out, parce qu'il y a énormément de situations de burn-out qui nous sont adressées et qui sont orientées par les médecins du travail du service qui ont pu rencontrer ces salariés à l'occasion d'une visite de pré-reprise. Alors, la spécificité de cette visite, c'est que c'est une visite qui est organisée entre le salarié et le médecin du travail pendant l'arrêt de travail du salarié. Vous l'avez dit, Claire, on sait aujourd'hui que la précocité de l'intervention fait le résultat du maintien ou pas en emploi. Et depuis la loi du 2 août 2021, cette visite de pré-reprise peut être organisée dès 1 mois d'arrêt de travail. Avant, c'était 90 jours, 3 mois d'arrêt de travail. Aujourd'hui, le législateur a bien compris que la précocité d'intervention était un gage de réussite. Et donc, dès 1 mois d'arrêt de travail, on peut organiser cette visite de pré-reprise. Malheureusement, souvent, les salariés ne sont pas informés de l'existence de cette visite de pré-reprise. Elle n'est pas toujours très bien connue non plus des professionnels du soin. Et le législateur a mis en place aussi une nouveauté au travers de cette loi qu'on appelle le rendez-vous de liaison. On a parlé aussi du lien employeur-salarié pendant l'arrêt de travail qui a toute son importance. Et ce rendez-vous de liaison est une possibilité offerte à un employeur de proposer un rendez-vous à son salarié pendant l'arrêt de travail de celui-ci, dès lors que l'arrêt de travail dépasse 30 jours. Et le but de ce rendez-vous, qui n'est pas obligatoire, est simplement d'informer le salarié qu'il peut bénéficier de dispositifs de prévention à la désinsertion professionnelle, au premier rang desquels, bien évidemment, se trouve la visite de pré-reprise. Cette visite de pré-reprise, évidemment, elle a pour but d'accompagner la réinsertion professionnelle, socio-professionnelle, ou tout au moins d'éviter la désinsertion socio-professionnelle. On l'a dit, elle est possible pour tous les salariés qui sont en arrêt de travail depuis plus d'1 mois, et elle peut être à l'initiative soit du salarié lui-même, soit de son médecin traitant, soit du médecin conseil de la sécurité sociale, la sécurité sociale, c'est elle qui verse ses indemnités journalières pendant l'arrêt maladie, et le médecin conseil peut s'interroger sur le bien fondé de la poursuite des indemnités journalières, et à ce moment-là, peut interroger le médecin du travail, ce qu'il fait régulièrement. Et la nouveauté de la loi du 12 août 2021, c'est que désormais, le médecin du travail peut également être à l'initiative de cette visite de pré-reprise. La problématique aujourd'hui, c'est que le médecin du travail, la plupart du temps, n'est pas informé des arrêts de travail, et donc il est un peu en difficulté pour organiser cette visite de pré-reprise. Il y a des décrets d'application de cette loi du 2 août 2021 qui sont prévus théoriquement début 2024, justement pour que les services sociaux de l'assurance maladie puissent informer les médecins du travail des arrêts maladie. Il y a encore beaucoup de freins à levier parce que c'est un petit peu
un petit peu compliqué. Si on prend l'exemple de l'accompagnement des situations de burn-out, la démarche de la psychologue de notre cellule relève, comme pour tous les accompagnements d'ailleurs qu'on peut faire au sein de la cellule, d'une approche systémique, c'est-à-dire qu'on va balayer successivement plusieurs dimensions. La dimension de la personne, donc sa situation sociale, sa situation familiale, sa dynamique personnelle, la dimension du malade, quelle est la sévérité de son trouble et ses liens avec les conditions de travail, comment caractériser son syndrome en repérant d'éventuels états sous-jacents, des troubles de l'adaptation, des troubles anxieux, des troubles dépressifs ou des états de stress post-traumatique, et puis quels soins sont déjà mis en place. On va explorer également la dimension de l'assuré social. Est-ce qu'il est en arrêt de travail? Est-ce qu'il dispose d'une bonne couverture sociale? Est-ce qu'il dispose d'une prévoyance au sein de son entreprise? Et puis enfin, évidemment, on va s'intéresser à la dimension du salarié. Quel est le secteur d'activité dans lequel il exerce? Quel poste de travail il occupe? Quel est son employeur? Parce que parfois, on a aussi la notion qu'il peut exister des difficultés ou certains risques dans certaines entreprises qui sont déjà identifiés puisqu'on a pu prendre en charge d'autres salariés issus de cette entreprise. Et puis, comment le salarié perçoit son collectif de travail, puisqu'on sait que le collectif a aussi une importance dans le retour au travail et dans le maintien en emploi. La psychologue va évidemment s'assurer qu'un accompagnement thérapeutique par le médecin traitant, par une psychologue clinicienne, par un hôpital de jour, par un psychiatre est déjà mis en place. Si ce n'est pas le cas, elle va recommander que ce suivi soit mis en place, puisqu'au sein de notre cellule, nous ne faisons pas d'accompagnement thérapeutique. C'est bien de l'accompagnement au retour au travail, de la projection sur le travail, mais ce n'est pas un accompagnement thérapeutique. Évidemment, au cours de cet entretien, le risque suicidaire est bien sûr évalué. Tout au long de l'accompagnement, la psychologue, en fonction de l'amélioration de l'état clinique, va pouvoir être amenée à conseiller une analyse du poste de travail et des conditions de travail. Et à ce moment-là, cette analyse sera faite par l'équipe pluridisciplinaire qui est coordonnée par le médecin du travail, et des actions individuelles ou collectives pourraient être préconisées en conséquence. Afin de préparer le retour au poste, le retour à l'emploi de la personne, la cellule pourra suggérer aussi aux salariés de reprendre une nouvelle visite de pré-reprise avec le médecin du travail. Et à l'issue de cette nouvelle visite, quand les choses ont évolué plutôt favorablement, et qu'on est en capacité de se projeter sur l'avenir, le médecin du travail, avec la psychologue de la cellule, pourra élaborer un plan de retour au travail en 3 étapes. La première étape, mais elle a déjà été évoquée, c'est l'analyse et la compréhension partagée du risque de désinsertion professionnelle. La deuxième étape, c'est une étape d'élaboration de la liste des freins à la reprise et des leviers qui peuvent être mobilisés. Et puis la troisième étape est une étape de mise en œuvre des mesures identifiées qui permettront au médecin du travail soit de recommander une adaptation du poste de travail, ou alors des formations pour faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle. Le résultat attendu couvre plusieurs possibilités. Bien évidemment, le maintien au poste du salarié avec un aménagement ou sans aménagement. L'aménagement qui peut être proposé, ça peut être une reprise à temps partiel thérapeutique, la mise en place du télétravail, une modulation de la charge de travail, un aménagement du temps de travail. On a de nombreux dispositifs qui existent pour essayer d'aménager tout cela. Ça peut être également le reclassement sur un autre poste de travail en interne, avec un manager différent, par exemple, ou des conditions de travail différentes. Ça peut être également une formation en vue d'un reclassement sur un autre poste ou d'une réorientation professionnelle. Ça peut être aussi un reclassement en dehors de l'entreprise d'origine. Il y a de nombreux salariés qui, parfois, sont mis inaptes à leur poste de travail et qui peuvent être reclassés en dehors de l'entreprise. Ça peut être également un accompagnement pour la création d'une entreprise, en particulier des micro-entreprises. Et là aussi, il existe des dispositifs qui permettent parfois même de démissionner, de pouvoir bénéficier du chômage parce qu'on est un projet de création d'une micro-entreprise. Et puis, on a tous ces sorties, malheureusement, du travail, mais avec solutions sociales. Et parfois, on va avoir des liens, et c'est plutôt le rôle du médecin de la cellule, mais avec le médecin conseil pour proposer la mise en place d'une invalidité deuxième catégorie ou une retraite anticipée pour inaptitude, où le médecin conseil de l'assurance maladie est le seul à pouvoir intervenir.
Et puis parfois, malheureusement, il peut y avoir un échec de la prise en charge avec une inaptitude au poste sans possibilité de reclassement et qui est malheureusement suivi d'un licenciement. Heureusement, ça reste des situations assez rares, mais qui malheureusement peuvent quand même exister. Je ne sais pas si on a un petit peu de temps, j'avais 2 exemples de situations, alors pas forcément directement en lien avec la santé mentale, mais qui illustrent un petit peu les interventions pluridisciplinaires qui peuvent être faites autour de l'accompagnement d'un salarié. La première situation, c'est une dame de 43 ans qui est professionnelle de santé dans une EHPAD, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et elle travaille à mi-temps dans 2 EHPAD, une EHPAD A et une EHPAD B. Elle est vue en visite de reprise pour l'EHPAD B après un arrêt maladie de 6 mois par le médecin du travail. À l'époque, cette dame souffre d'une maladie de von Hippel-Lindau, une maladie qui comporte notamment une tumeur cérébrale pour laquelle cette dame a eu une radiothérapie, un cancer du rein qui a été opéré et une polykystose pancréatique. Cette dame présente un syndrome anxio-dépressif très important, des troubles cognitifs liés aux différents traitements qu'elle a pu avoir, avec des difficultés de concentration, des difficultés de mémorisation, une problématique familiale complexe, avec un mari qui a été lui-même victime d'un accident du travail assez grave et qui est en incapacité de travail. Elle a une asthénie majeure et elle décrit des conditions de travail très dégradées dans l'EHPAD A, la première EHPAD où elle travaille, et une appréhension très importante au retour au travail. Le médecin du travail qui la voit pour l'EHPAD B, puisqu'il y a 2 médecins du travail, un pour l'EHPAD A, un pour l'EHPAD B, ne valide pas sa reprise du travail, considère qu'elle n'est pas en capacité de reprendre son travail pour l'instant, et il l'oriente vers notre cellule pour un accompagnement. Lorsque la salariée est reçue, immédiatement, on se met en lien avec le médecin conseil de l'assurance maladie pour savoir s'il y a une possibilité d'organiser un temps partiel thérapeutique seulement sur un des 2 établissements. Le médecin conseil nous confirme que c'est une possibilité qui existe. On se met en lien avec les 2 employeurs de l'EHPAD A et de l'EHPAD B. Et à ce moment-là, on a un refus de l'employeur de l'EHPAD A qui souhaite que le temps partiel soit partagé entre les 2 EHPAD et qui ne souhaite pas que le temps partiel soit organisé sur les 2 EHPAD. La salariée nous reconfirme son anxiété majeure à reprendre chez l'employeur A et nous revenons du coup vers le médecin conseil et le spécialiste du soin et on décide de laisser pour l'instant la salariée en arrêt de travail complet avant qu'on puisse obtenir une invalidité catégorie 1, ce qui sera le cas quelques semaines plus tard. On reviendra vers le médecin du travail de l'EHPAD A pour lui conseiller de faire une inaptitude sur cet établissement où les choses ne se passent pas très bien. Et la salariée, du coup, reprendra son travail à temps partiel, non pas thérapeutique, mais dans le cadre d'une invalidité, dans l'EHPAD B. Et elle a quand même pu reprendre son travail dans des conditions allégées, on va dire, et dans de bonnes conditions. Et le deuxième exemple que j'avais, c'est une jeune femme de 30 ans, toujours dans le secteur médico-social, une assistante petite enfance en crèche, qui a été opérée d'un cancer du sein avec une mastectomie bilatérale, puisqu'elle avait une histoire familiale avec des gènes, elle était porteuse de gènes et donc était très à risque. Une dame qui n'a eu aucun contact avec son entreprise pendant tout son arrêt et qui est vue en visite de pré-reprise après 18 mois d'arrêt. Donc c'est un arrêt très très long. À l'époque, elle souffre d'un lymphodème du bras, donc un bras qui a gonflé avec des douleurs et qui la gêne pour son travail en petite enfance. Elle est orientée par le médecin du travail vers notre cellule maintien en emploi. Première chose qui est faite, c'est de demander une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, puisqu'il y a des dispositifs tout à fait spécifiques pour les salariés qui sont en situation de handicap. On réalise un bilan de compétences et on l'oriente vers une formation en secrétariat médical. Elle est déclarée inapte à son poste de travail quelques mois plus tard. Elle est embauchée en CDI dans un cabinet dentaire en tant que secrétaire médical, 2 mois après avoir réalisé sa première mission en intérim. Donc il y a quand même aussi des possibilités de reclassement pour ces salariés qui sont en grande difficulté. Pour conclure, quelle que soit la problématique du salarié à risque de désinsertion, tous nos accompagnements revêtent quasiment les mêmes démarches dans une approche pluridisciplinaire et une concertation étroite avec le médecin du travail et avec les médecins de soins
et les acteurs du maintien en emploi, puisqu'on mobilise aussi beaucoup d'acteurs du maintien en emploi. Voilà, je vous remercie. J'espère que ces petits exemples vous auront servi et puis je reste disponible s'il y a des questions. Merci, docteur Badel. Je ne doute pas qu'il va y avoir beaucoup de questions. Merci d'avoir illustré tout ça avec effectivement les situations que vous aviez évoquées dans la préparation aussi de cette rencontre. Voilà, des salariés que vous aviez pu accompagner dans des situations de grande détresse psychique pour lesquelles même vous aviez partagé votre inquiétude. Et on voit comment on arrive à dessiner des perspectives de reprise d'activité si importantes dans le rétablissement de matière globale quand on est auprès des personnes, notamment en pluridisciplinarité et en capacité de prendre en compte toutes les dimensions de la vie de la personne en tant qu'individu, la personne par rapport à sa maladie, la personne et ses droits, la personne en tant que professionnelle. Et c'est ça qui est souvent difficile à faire quand on propose des accompagnements, c'est ce regard multicentrique. Donc, merci beaucoup d'avoir illustré tout ça et nous avoir bien expliqué aussi le fonctionnement de la médecine du travail qui, même en France, est, à mon avis, trop peu connu. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ce pôle appui au maintien en emploi dans la loi devrait être déployé partout en France. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais sachez qu'il y a pas mal d'endroits où ça existe déjà et on peut se tourner vers ces pôles appui au maintien en emploi. Nous sommes arrivés à l'issue de la première heure de ce webinaire. Pour ceux qui ont besoin de repartir dans leurs activités professionnelles et qui souhaitent nous quitter à ce stade, soyez remerciés d'avoir déjà participé à l'écoute de nos intervenants. N'oubliez pas de remplir le questionnaire, cela nous sera d'une immense aide pour notre travail de recherche au sein de la communauté de pratique. Et si vous souhaitez noter dans vos agendas le prochain rendez-vous de la communauté de pratique, il aura lieu le 4 mars 2024 à la même heure, 10h30 côté canadien, 14h30 côté Europe occidentale. Voilà, on voit apparaître ce prochain webinaire qui aura lieu comme thème des idées à l'action. Ce qu'on souhaite poser comme question, c'est de savoir comment on fait de ce sujet de la santé mentale au travail une réalité stratégique dans les organisations, dans les entreprises, dans les politiques publiques aussi, pour être efficace et puissant dans la lutte contre la désinsertion professionnelle et la lutte contre l'éloignement de l'emploi. Voilà, merci à ceux qui ont déjà participé à sa première heure et bienvenue à Marc et Jean-Philippe qui vont nous rejoindre pour répondre à toutes les questions qui ont défilé dans le chat et auxquelles nous allons essayer collectivement de vous répondre. Alors, voilà, Jean-Philippe, Marc, nous sommes au complet. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est que l'on prenne le temps de lire, prendre connaissance des questions des participants et qu'on prenne le temps d'y répondre au mieux. Donc, on attend les questions. Moi, je ne les vois pas. Donc, il faut que Aurélien nous les affiche. Alors, le programme dont Jocelyne a bénéficié était proposé par quelle organisation? Est-ce que c'était par son employeur, une autre organisation ou bien une autre organisation différente? Merci Nathalie pour votre réponse. Je propose donc à Jocelyne et Nadine de nous répondre et au passage, peut-être nous donner quelques éléments factuels sur le programme BWI, c'est combien de semaines, c'est en collectif ou en individuel, nous donner quelques éléments de présentation sur le déroulé en lui-même du programme. Nadine, voilà. Oui, c'est ça, je vais débuter en lien avec ta question, Claire. Donc,
Si la personne posait la question sur BWI, parce que ça a été le levier pour amener Jocelyne petit à petit vers son emploi actuel. Donc, BWI, c'est une intervention principalement de petits groupes, sur 9 semaines. Et en même temps, de manière simultanée, les personnes sont suivies par un organisme en employabilité. Donc, on travaille ensemble tout au long du déploiement de BWI, où en fait, nous, on se complète avec des séances qui ont des thématiques particulières et les personnes rencontrent un conseiller en emploi qui va vraiment faire le suivi personnalisé par rapport à ce qui émerge comme intérêt de la personne, comme bilan de ses capacités, puis il va organiser des opportunités concrètes en fonction des besoins de la personne. Donc, ça va prendre différentes formes pour chaque personne. Selon les besoins. Est-ce qu'il retourne dans la même sphère professionnelle ou non? Tout ça va se préciser au fil des semaines. Donc, et ensuite, quand BWI se termine, les personnes peuvent tout à fait poursuivre leur suivi avec l'organisme en employabilité, ce qui a été le cas de Jocelyne. Donc, elle, ça s'est poursuivi ensuite. L'accès à la paire aidance passe par de la formation. Donc, toute cette information-là a été communiquée avec Jocelyne, puis elle a été accompagnée dans ses démarches. Fait que je vais la laisser compléter. Oui, parce que je serais intéressée de savoir comment vous en avez eu connaissance, Jocelyne, de ce programme aussi. On m'a téléphoné, mais en fait, ça a commencé quand j'étais à l'hôpital en juin. Le psychiatre qui m'a vu m'a inscrit sur la liste d'attente pour participer à la TCD, à la thérapie comportementale dialectique. Donc, en octobre, c'est là que BWI, comme j'étais sur la liste d'attente, ils m'ont vu dans leur liste et ils m'ont téléphoné pour participer au projet. Mais je n'avais pas encore commencé le programme. Je l'ai commencé 18 mois plus tard. C'était écrit urgent dessus. Il y avait même inscrit urgent. Donc, c'est comme ça que j'ai eu accès à BWI. Merci beaucoup. On peut prendre une autre question? Y a-t-il des professions autres que père aidant qui ont donné du sens aux personnes touchées par des troubles psychiques? Alors ça, c'est une bonne question posée par Dominique Simoneau. Et je me dis que peut-être Jean-Philippe Cavrois, qui a une visibilité un peu large sur ces sujets-là, peut-être des choses à dire. Et si quelqu'un d'autre souhaite répondre en complément, faites-moi signe. Oui, bonjour à tous et merci Claire pour l'animation et puis pour les trois intervenants vraiment très très inspirants. Pour répondre à cette question, moi je dirais que au vu de l'expérience de nos adhérents ou de l'expérience que moi j'ai pu avoir, on s'aperçoit qu'effectivement il y a d'autres professions que la profession de père aidant qui donnent du sens pour les personnes touchées bien évidemment, et on va dire heureusement. Et en fait, moi là, j'avais envie de m'appuyer sur le témoignage de Jocelyne pour répondre, parce qu'en fait, ce qui est très, très marquant dans ce que Jocelyne nous a expliqué, c'est que au bout du bout, moi je retiens deux choses. Il y a cette idée d'approfondissement de soi, c'est-à-dire apprendre à se connaître, apprendre à savoir quels sont ses désirs profonds, ses talents. Et en fait, l'autre point, c'est de découvrir un projet qui ait du sens pour soi-même. Voilà, donc comment je fonctionne et quels sont mes moteurs et quel travail a du sens pour moi. Donc je pense qu'en fait la réponse est oui, et c'est en fait à chacun, à chaque personne concernée j'entends moi, d'apprendre à connaître son fonctionnement et aussi d'apprendre à savoir quel travail a du sens pour elle. Le tout, et Jocelyne l'a bien montré, c'est d'être bien à sa place et comme le disait Nadine, d'éviter le décalage entre voilà comment je suis, les talents que j'ai et voilà le travail que je fais. Et l'idée, c'est que tout ça soit cohérent et qu'on soit bien à sa place. Et ça permet de gérer beaucoup de choses, beaucoup peut-être des difficultés, que ce soit émotionnelles, relationnelles, quand on est bien à sa place.
Merci Jean-Philippe, et ça me donne envie de compléter parce que effectivement moi ce que je trouve intéressant dans cette question c'est qu'on comprend bien l'importance du sens dans le processus et la recherche du projet professionnel, là où parfois on a pu mettre l'accent sur le fait qu'il n'y ait plus de symptômes pour pouvoir envisager le projet professionnel ou bien de chercher le bon job où il y aurait les bonnes conditions de travail compte tenu de ma manière de fonctionner. Or, le job idéal, il n'existe pas. Par contre, il devient le job idéal à partir du moment où il a du sens pour nous et il devient cohérent. Donc, ça va dans le sens de ce que tu évoques, Jean-Philippe. Ce que je me dis, c'est que dans le cas des parcours professionnels vers la paire aidance, la particularité, c'est que le trouble psychique devient un outil de travail et un objet sur lequel on communique. Donc, on rend très visible cette partie-là de nous. Mais en fait, et nous, on l'a vu, Jean-Philippe, dans d'autres expériences professionnelles, il y a plein de personnes qui ont des parcours professionnels vers des reconversions qui ont beaucoup de sens pour elles, pas du tout en lien avec la paire aidance, simplement on les voit moins parce qu'il y a moins de communication à l'extérieur de son expérience de troubles psychiques. Par contre, c'est un petit chantier d'aller trouver ce sens, d'aller explorer ça. Il faut aller à la découverte de soi et faire un travail important. On continue ? Alors, au docteur Badel, vous ne mentionnez pas l'emploi accompagné. Ne sont-ils pas des partenaires de la médecine du travail pour le retour à l'emploi? C'est une question de Mathieu Lafrichou. Et c'est une bonne question. Effectivement, j'ai mentionné les partenaires du maintien en emploi. J'ai pas évoqué, ils sont très nombreux et on a différents opérateurs qui peuvent nous accompagner en fonction des problématiques visuelles, auditives, psychiques, cognitives. Et on passe souvent par ce qu'on appelle les PAS, les prestations d'appui spécifiques, qui peuvent nous permettre, suivant l'opérateur, de déboucher sur des accompagnements dédiés. L'emploi accompagné, est encore assez méconnu. En tout cas par les médecins du travail et les services de santé au travail. C'est un constat qu'on a pu faire assez récemment avec justement les Journées nationales de l'emploi accompagné qui ont eu lieu à Lyon et j'ai pu partager avec certains participants de cette méconnaissance de l'emploi accompagné, mais bien sûr qu'il fait partie des partenaires et qui doit être mobilisé très largement, parce que je crois que l'objectif est d'atteindre un grand nombre d'accompagnement et qu'aujourd'hui c'est encore assez balbutiant et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, mais bien sûr que l'emploi accompagné est important et existe et qui doit être encore développé. Oui, c'est ça. On sent qu'il y a besoin d'amplifier la connaissance et la représentation de ces dispositifs. Merci beaucoup. Alors, avez-vous une idée de la proportion environ de personnes que vous accompagnez qui retournent en entreprise, la même ou non, après un arrêt longue maladie? Je pense que ça s'adresse également au docteur Badel. Non, d'ailleurs, ça serait intéressant de la poser à la fois à Nadine et au docteur Badel. Alors moi, je peux répondre alors, je n'ai pas de statistiques, en tout cas nationales. On fait, nous, un bilan d'activité, un rapport d'activité tous les ans au niveau de l'activité de la cellule. On a un peu plus de 60% de salariés qui retournent en emploi après un arrêt longue maladie. Et on a entre 35 et 40% 35% de salariés qui sortent de l'emploi. Et c'est pour ça que je parlais de solutions sociales. Notre objectif, c'est aussi quand même de sécuriser les parcours. Et notamment, on a beaucoup de salariés qui sortent de l'emploi sur des fins de carrière. On sait que les fins de carrière sont souvent difficiles. Et l'idée à ce moment-là, c'est de trouver des solutions sociales, enfin de travailler autour de solutions sociales pour essayer de sécuriser le parcours de ces salariés. Mais je dirais qu'on a quand même plus de 60% de salariés qui retournent en entreprise après un arrêt longue maladie, pas forcément toujours dans l'entreprise d'origine, mais en tout cas qui retournent en entreprise après un arrêt de longue maladie.
Nadine, est-ce que je sais qu'aujourd'hui le programme Bivoui n'est pas encore déployé à grande échelle, mais peut-être Nadine et Marc, voilà, vous avez des éléments à partager là-dessus. Oui, effectivement, ben, je vais rapidement parce que tu as raison, Claire. Biwi est jeune dans son existence. On vient de compléter plus une phase pilote. On va reprendre une nouvelle cohorte dans le service au CENI, Biwi. Mais dans nos expérimentations, on est à peu près dans les mêmes pourcentages. On est à 70%. Nos personnes ne sont pas en lien d'emploi, donc ils débutent un nouvel emploi sous différentes formes, soit que c'est un stage ou un emploi là, régulier. Donc, on est dans ces eaux-là. Puis actuellement, on est en train d'expérimenter, Marc, je vais faire référence à Redo, qui est aussi une intervention de groupe qu'on est en train d'expérimenter avec des personnes justement qui sont en long arrêt de maladie. Puis, ce que j'entends de notre étudiante, c'est qu'on va être à peu près dans les mêmes pourcentages de retour vers son emploi, où il y en a qui font la réflexion de changer d'emploi complètement, mais remobiliser là, dans cette... Fait qu'on est dans ces proportions-là, je dirais. Marc, peut-être compléter. Oui, peut-être je peux rajouter un point. En fait, je pense que vous m'entendez bien, ça va? On t'entend très bien. Oui. Alors, merci d'ailleurs pour toutes les présentations. Là, c'était très riche, comme d'habitude. En fait, je distinguerais bien entre retour au travail après une absence maladie versus réinsertion au travail, des personnes qui sont restées éloignées du marché du travail pour une période significative. Donc, les statistiques sont très différentes en fait selon ces deux statuts de personnes. Pour les personnes qui sont en absence maladie, en général, 50% vont revenir à leur poste dans les 6 mois qui vont suivre en fait le premier jour d'absence maladie. Pour les personnes qui sont plus éloignées du marché du travail, en fait, grâce aux dispositifs d'emploi accompagné, d'ailleurs, qui sont implantés en France et ailleurs à travers le monde, qu'on appelle Supported Employment Programme ou Programme de soutien à l'emploi au Québec, au bout de quelques mois, les personnes vont trouver un emploi. Je dirais la proportion, c'est à peu près 50%. En fait, le défi pour ces deux populations, c'est le maintien en emploi. Le maintien en emploi est quand même assez court pour ces deux publics. Et là, j'entendais Dr Badel parler justement de l'axe maintien qui était mis en place en fait dans leur structure. Je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait aussi beaucoup miser. Et je me posais la question comment l'évaluation. Alors, je ne sais pas si je peux poser des questions ou si. Profites-en. Oui, en fait, j'ai vu et j'ai remarqué en fait, d'après les propos de Dr Badel, qu'il y avait une prévisite, qu'il y avait une analyse fine lors de cette prévisite, lorsqu'elle avait lieu auprès de la personne pour évaluer ses différentes sphères d'activité ou statut identitaire. Et je me posais la question, est-ce qu'il y avait en fait ce mécanisme-là mis en place pour faire une évaluation fine du maintien en emploi pour prévenir justement les rechutes. On sait que les rechutes sont fréquentes chez les personnes qui retournent à leur poste de travail. Selon les études, ça varie de 20 à 50% des personnes qui feront une rechute. Et désormais, on sait que l'environnement de travail aussi a un impact sur ces rechutes. Alors, je ne sais pas si Dr Badel, vous avez mis en place dans vos structures ou s'il existe dans les structures françaises toute cette évaluation fine du maintien en emploi. Alors, l'évaluation, elle est faite. Ouais. Elle est faite. En fait, l'évaluation est souvent faite par le médecin du travail. C'est une évaluation de l'adéquation entre l'état de santé du salarié et son poste de travail. Donc ça, c'est le rôle du médecin du travail, j'allais dire, à chaque visite. Malheureusement, vous savez,
comme moi que la démographie médicale décline, qu'il y a de moins en moins de ressources et que le législateur a espacé les visites en santé au travail. Avant, c'était des visites annuelles. Aujourd'hui, ce sont des visites tous les 5 ans pour les salariés qui sont sans risque particulier. Pour les salariés qui sont exposés à des risques particuliers, ce sont des visites tous les 2 ans. Et dans les décrets d'application de cette loi du 2 août 2021 est apparue ce qu'on appelle la visite de mi-carrière, qui est une visite qui permet de faire un état des lieux autour de 45 ans à peu près, avec un salarié, de son état de santé et surtout de l'adéquation de son état de santé avec son poste de travail. Alors, vous allez me dire, quand il y a une pathologie chronique qui démarre à 30 ans, il ne faut pas attendre 45 ans pour mettre en place des dispositifs de maintien en emploi. Heureusement, quand les salariés sont vus par des infirmiers, par exemple en santé au travail, et que ces infirmiers détectent une problématique quelconque, que ce soit un handicap ou une pathologie chronique, systématiquement, le salarié est à ce moment-là réorienté vers le médecin du travail. Et qu'il soit en arrêt de travail ou non, on peut organiser des visites, soit des visites à la demande, soit des visites pré-reprises. Et cette analyse va être faite au moment de cette visite par le médecin du travail. Et quand le médecin du travail se sent un petit peu en difficulté pour accompagner ce salarié, il va l'orienter vers ces cellules maintien en emploi qui ont été mises en place au sein des services de prévention et de santé au travail. Et puis, vous l'avez évoqué, effectivement, il y a des rechutes, et ça, c'est des choses à prendre en compte. Et l'accompagnement ne s'arrête pas au moment de la reprise du travail. Il y a effectivement un suivi qui se fait sur le long terme, par le médecin du travail, évidemment, et par les intervenants de la cellule qui ont des contacts assez réguliers. Nos ergonomes, par exemple, reprennent systématiquement contact avec les salariés dont ils ont aménagé le poste de travail 6 mois après, et puis ils font des évaluations régulières, notamment sur des pathologies comme la sclérose en plaques, par exemple, la maladie de Parkinson, qui peuvent être un peu évolutives et dont on sait qu'il faudra parfois réaménager le poste quelques mois ou quelques années après. C'est pareil pour nos psychologues, et en général, le suivi continue. La difficulté de l'organisation de la santé au travail en France, c'est qu'une fois qu'un salarié est sorti des effectifs de l'entreprise à la suite d'une inaptitude, par exemple, quand bien même il reprend une activité dans une autre entreprise, le médecin du travail de la nouvelle entreprise n'est pas forcément informé de tout ce qui a été mis en place. Et à ce moment-là, si le salarié, alors nous dans la cellule, on a mis en place un livret maintien en emploi, c'est-à-dire qu'on remplit un petit livret chaque fois qu'on accompagne un salarié, et comme ça, ce petit livret lui permet de montrer à tous les intervenants qu'il peut être amené à rencontrer par la suite tout ce qui a été mis en place, tout ce qui a déjà été initié comme démarche, et s'il le présente au nouveau médecin du travail, moi le médecin du travail a le récapitulatif des actions qui ont été réalisées, et il peut poursuivre cet accompagnement. Mais effectivement, c'est un accompagnement dans la durée, hein, vous avez raison. Merci. Merci beaucoup. C'est intéressant. On voit l'enjeu de garder le lien, en fait. Hein. Comment faire pour garder le lien? On prend encore une ou deux questions. La personne peut-elle demander elle-même à rencontrer un psychologue du travail lors d'une période de longue maladie? Alors, j'imagine que dans la question, c'est un psychologue du travail au sein du service de santé au travail. Docteur Badel, est-ce que c'est possible que vous soyez saisi directement par les salariés? Alors, initialement, en tout cas, quand la cellule maintien d'emploi a été créée dans mon service en 2015, la loi n'avait pas été publiée, et donc l'orientation vers la cellule se faisait systématiquement par les médecins du travail du service. Aujourd'hui, la loi prévoit que les cellules peuvent être saisies par les employeurs, par les représentants du personnel et par les salariés eux-mêmes. Alors effectivement, on a des appels de salariés qui ont eu connaissance de l'existence de l'activité d'une de nos psychologues du travail parce qu'ils ont un collègue de travail qui a été en contact avec une de nos psychologues, et puis qu'on se donne le numéro de téléphone. Ça passe toujours par une évaluation quand même de la situation en cellule et par une information du médecin du travail de l'entreprise. Mais en théorie, oui, effectivement, aujourd'hui, on ne devrait pas refuser une prise en charge par une psychologue du travail, mais ça nécessite quand même que l'évaluation soit faite pour s'assurer qu'elle est pertinente et que le médecin du travail qui accompagne l'entreprise et qui en tout cas suit ce salarié est aussi informé qu'il est partie prenante dans l'accompagnement. Et comme vous le disiez, ça ne donne pas pour autant lieu à un travail thérapeutique dans la durée. Non, voilà. C'est en général pas un travail thérapeutique d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, question suivante.
Merci. Chacun et chacune dans vos domaines d'intervention, avez-vous déjà rencontré des personnes n'ayant pas pleine conscience de leur situation psychique, déni, anosognosie ou autre, lors de leur retour en emploi? Comment accompagner ces personnes au mieux sans être intrusif, maladroit, contre-productif? Très bonne question d'Axel Fustier. Effectivement, là, on a évoqué des situations où il y a une vraie démarche, une vraie mobilisation à la fois de la personne concernée, des services de santé au travail en accompagnement, en tout cas des professionnels de l'accompagnement. Comment on peut se positionner en tant qu'employeur ou même peut-être en tant qu'accompagnant professionnel de l'accompagnement si les personnes sont dans une forme de déni de leur situation psychique, sans être intrusif, maladroit, contre-productif. On voit bien les précautions dans lesquelles on peut être dans ces moments-là et les craintes tout à fait justifiées que l'on peut avoir. Alors, qui souhaite, on peut être plusieurs à répondre à cette question. Oui, docteur Badel. Je ne veux pas mobiliser la parole, mais je peux donner un exemple et c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on se retrouve parfois confronté à des situations de salariés qui pensent pouvoir reprendre sur leur poste alors qu'on est persuadé qu'ils ne pourront pas. Je vais prendre l'exemple d'un salarié que j'ai accompagné il y a quelques temps qui a eu un grave accident en se déplaçant en trottinette et qui a fait une hémorragie cérébrale. Et cette hémorragie cérébrale a laissé des séquelles visuelles, mais aussi cognitives. Et c'est un monsieur qui est travaillé sur une hotline à l'international avec à la fois du téléphone et des réponses par mail en anglais. Il avait manifestement un déficit qui ne lui permettait plus d'exercer ce poste. Donc, on l'a vu plusieurs fois en visite de pré-reprise. On a essayé de l'accompagner justement avec nos psychologues, mais il était totalement dans le déni et persuadé qu'il allait pouvoir reprendre son activité. Alors, on a un dispositif qui existe qui s'appelle l'essai encadré. Et c'est un essai sur le poste de travail qu'on peut faire pendant l'arrêt maladie. Donc, ça nécessite une prescription par le service de santé au travail, un accord du médecin traitant et du médecin conseil de l'assurance maladie. Et c'est un essai sur le poste pendant l'arrêt maladie. Et donc, c'est ce qu'on a fait pour ce monsieur. Normalement, c'est plutôt pour tester les capacités d'un salarié sur un poste en vue qu'il puisse reprendre. Là, c'était vraiment pour lui faire prendre conscience de ses limites et de son incapacité à reprendre son poste. Et c'est vrai que ça a été un petit peu violent pour ce monsieur parce que était tellement persuadé qu'il allait pouvoir reprendre et il avait tellement été confronté aux difficultés au moment de la reprise que ça a été un petit peu violent, mais enfin il a compris qu'il ne pourrait pas reprendre dans les mêmes conditions, en tout cas sur son poste. Il a gardé son poste dans l'entreprise, un poste qui a été très aménagé, avec beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place, et c'est un dispositif qu'on peut utiliser, l'essai encadré. C'est intéressant parce que c'est finalement, effectivement, dans la mise en situation, si elle est faite de manière bienveillante et accompagnée, essayer de créer les conditions en tout cas d'une connaissance de soi. Je ne sais pas si la prise de conscience, mais effectivement. Jean-Philippe, et peut-être que Jocelyne aussi après, et Marc, voilà. Juste en quelques mots, oui. Moi je trouve que la question est excellente parce qu'effectivement, cette question de déni ou avoir des difficultés à bien comprendre comment on fonctionne, ce qui est plutôt source de difficultés ou pas pour soi, c'est vraiment un sujet intéressant et difficile dans l'accompagnement des personnes et pour les personnes elles-mêmes, bien sûr. Du coup, moi, je me dis que la manière de faire, c'est peut-être avec un peu l'expérience, mais on sait très bien que les sujets de santé mentale nous rendent très humbles. Mais on peut dire que l'idée, c'est peut-être de renvoyer un miroir aux personnes et de peut-être de les aider à réfléchir sur ce qui les a mis en difficulté et d'essayer de leur dire quel serait, si tu retournes à ce poste ou si tu ne changes pas telle et telle chose, parce que tu en as envie ou tu penses que c'est bon, quelles seraient pour toi les mesures pour tirer le sonnette d'alarme? Et moi, j'ai bien souvent constaté que parfois, il fallait laisser la liberté de chacun s'exprimer avant de pouvoir se rendre compte des choses, pointer ce qui peut être parfois répétitif. En cela, peut-être que Jocelyne, ce serait intéressant d'avoir votre témoignage sur
il faut peut-être, on est tous pareils, il faut peut-être 2, 3 fois être face à une difficulté pour se rendre compte que apprenons à la gérer. Voilà. Donc, c'est peut-être accompagner en étant le plus éveillé possible avec la personne et d'essayer de vraiment lui renvoyer un miroir pour au moins qu'elle apprenne de chacune des expériences. Merci Jean-Philippe, Marc, et puis je propose qu'on laisse le mot de la fin à Jocelyne. Alors peut-être je vais y aller rapidement. En fait, c'est sur un point qui porte sur la prise de décision partagée. Lorsque un professionnel de la santé, notamment un médecin généraliste ici ou un médecin de famille, il est fortement suggéré en fait qu'il y ait une prise de décision partagée concernant le retour au travail. Et parfois, effectivement, chez la personne concernée par la maladie, il peut y avoir un déni. Et on sait que s'il n'y a pas cette prise de décision partagée entre les deux interlocuteurs, le professionnel de la santé et l'employé en absence maladie, ça augure mal en termes de maintien en emploi. D'où l'importance de parler de ces éléments-là de déni pendant en fait cette rencontre avec le médecin généraliste. On sait que si un médecin généraliste pousse pour un retour au travail, que la personne n'est pas prête, ou l'inverse, que la personne souhaite retourner au travail rapidement et donc fait du déni concernant ses symptômes, et que le médecin ralentit et souhaite en fait aller dans l'autre sens, si les deux ne s'entendent pas, ça prédit en fait une rechute. Alors d'où l'importance, comme ça a été mentionné, d'en parler ouvertement et voir en fait les conséquences de cette décision dans le processus. D'explorer ça ensemble et d'entendre ce que la personne a à dire là-dessus. Exactement. Merci Marc. Et effectivement, la prise de décision partagée est quelque chose qui, au Canada, est assez exploré, moins en France. Voilà, je trouverais ça intéressant qu'on creuse tout le savoir autour de ça du côté français. Jocelyne, un petit mot pour la fin là-dessus? Oui. Effectivement, moi, c'est ça qui m'est arrivé avec la prise de décision partagée, c'est que quand je suis retournée au travail, je sentais que j'étais pas prête. Et moi, j'ai pas été écoutée. Et plutôt que de m'affirmer et de répondre vraiment à d'avoir confiance en moi et confiance en mes signaux intérieurs qui me disaient que je pouvais même pas retourner à cet emploi-là en secrétariat, je me suis résignée. Moi, ça a été mon attitude parce que j'étais déjà fatiguée. Puis je me dis, de toute façon, ils ne me croiront pas. Donc, je vais faire ce qu'ils me disent. Puis, je suis retournée en me disant, c'est ça, j'écoute les consignes, puis on verra ce que ça donnera. Et c'est pour ça que je me suis éteinte un petit peu et que j'en suis venue au passage à l'acte parce que je n'étais pas capable de me défendre. C'est ça. Donc, il aurait fallu avant. Moi, j'ai coupé les liens avec ce thérapeute-là après la tentative. Puis, parce que je voulais avoir un ergothérapeute pour m'accompagner au travail, il me l'a refusé. Il m'a dit qu'il sortirait du dossier si j'avais un ergothérapeute. Donc, c'est comme si ce que moi je demandais, c'était invalidé. Donc, j'ai pas reçu à ce moment-là l'écoute et moi, je me suis résignée plutôt que me battre pour mes convictions parce que j'étais épuisée. Donc, si je m'étais battue, si j'avais pas, à partir du premier jour où je suis arrivée au travail, j'avais mis mon pied à terre, comme on dit. J'avais dit à mon thérapeute, regarde, ça ne fonctionne pas. Remets-moi en arrêt de travail. Peut-être que je ne me serais pas rendue aussi loin. Mais ce n'est pas le cas. Je n'ai pas fait. Je me suis résignée. Voilà, ça a été mon expérience. On comprend du coup la mécanique dans laquelle ça peut mettre et donc l'importance de créer un espace d'expression sincère et d'écoute sincère aussi. Merci beaucoup. On a dépassé de 3 minutes notre timing, mais c'était trop intéressant de vous écouter tous. Merci encore, sincèrement, d'avoir pris beaucoup de temps pour préparer cette rencontre, pour la rendre possible aujourd'hui, parce que vous le savez, plus c'est court, plus c'est long à préparer. Voilà, merci pour tout ce travail-là. Merci pour la précision, les messages importants que vous avez fait passer aujourd'hui.
Merci également à Jean-Philippe et Marc, les piliers sur qui on peut s'appuyer pour tous ces webinaires. C'est très précieux. Merci à Claire pour l'aide aussi dans la préparation du webinaire, à toute l'équipe qui travaille en off pour ces webinaires, à l'équipe de Santé Mentale France et d'Acten Match pour la partie plateforme, technique et communication. Et merci infiniment à vous tous qui avez été là pour nous écouter et j'espère pour remplir ce fameux questionnaire et faire avancer la recherche. On lâche rien. On a besoin de vous. S'il vous plaît, aidez-nous à pouvoir travailler et à faire avancer la connaissance sur ces sujets-là. On vous en sera très reconnaissant et on vous donne rendez-vous le 4 mars prochain. Merci à tous et à très bientôt et bonne fête de fin d'année à tous. Merci. Au revoir.